Voilà, je suis très heureux de commencer ce cours sur les verres de spin. Enfin, j'ai une petite appréhension en voyant les gens dans la salle parce qu'il y en a certains qui savent plus de choses là-dessus que moi. Et donc, bon, je vais essayer de rester quand même assez élémentaire pendant tous ces cours. Et donc, désolé pour ceux qui ne vont pas apprendre grand-chose. Alors, voilà, les 4 premiers cours vont être consacrés à la théorie des verres de spin. Et les 2 derniers, je vais parler de réseaux de neurones. Alors, je vais commencer par une introduction. Alors, les verres de spin est un problème auquel les gens se sont intéressés au début des années 70. Et au départ, c'est pour décrire les propriétés d'un métal avec quelques impuretés, enfin, avec des impuretés magnétiques qui sont diluées à l'intérieur de ce métal. Alors l'image qu'on peut en avoir, l'image qualitative qu'on peut en avoir est assez simple. C'est vous avez des petits spins, donc c'est des petits aimants. Quand on est à haute température, ils s'agitent dans tous les sens. Quand vous refroidissez, ces petits spins, ces petits aimants se mettent à se bloquer dans certaines positions, un peu comme les atomes se bloquent à l'intérieur d'un verre. Donc c'est pour ça que ça s'appelle des verres de spin. Et la question, c'est est-ce qu'on peut comprendre, faire une théorie de ces problèmes? D'abord, quelles sont les propriétés expérimentales? Je vais en parler rapidement, devant certains qui sont là aussi des grands experts de la question. Et puis, comment on peut faire une théorie? Alors, au départ, donc, c'est ce problème d'impureté magnétique. Et en fait, c'est devenu un sujet majeur de la théorie des systèmes désordonnés, avec... au départ, il y a eu ce qu'on appelle le modèle d'Edwards-Anderson, dont je vais parler. Qui date des années 75. Le modèle de Sherrington-Kirkpatrick, qui est devenu un problème incontournable dans la théorie des systèmes désordonnés et des systèmes complexes. Dont je parlerai aussi, qui date aussi de la même période. À la fin des années 80, plutôt à la fin des années 70, il y a la solution de Parisi, donc je parlerai au 4e cours. Et Parisi a eu le prix Nobel en 2021, certainement en particulier pour ses travaux dont je parlerai à ce moment-là. Et donc, il y a une idée qui a émergé aussi, dont il sera question, qui est la brisure de symétrie des répliques. Alors ça, c'est finalement le corps de ce que je vais essayer de raconter sur les verres de spin. Et il y a eu de nombreuses applications, c'est pour ça que c'est devenu un sujet très important. Donc il y a des applications dans des problèmes d'optimisation, de réseaux de neurones, de codage, de repliement de protéines, de verres, d'évolution en biologie. Et ces applications, donc elles sont très nombreuses, sans doute j'en oublie quelques-unes. Et en fait, nous allons avoir le séminaire tout à l'heure de Henri Orlan qui va en décrire un certain nombre. Donc je laisse ça pour son séminaire. Et en parallèle, ou à la suite de ces travaux faits par les physiciens, il y a eu de très nombreux travaux par les mathématiciens qui ont essayé de prouver rigoureusement ces résultats. Et donc, parce que les résultats obtenus par les physiciens, souvent, l'ont été avec des méthodes mathématiques non conventionnelles. Enfin, la plus fameuse, c'est celle de Parisi, qui a considéré des matrices dont la taille était n par n, et dans le cours du calcul, donc il faisait un calcul avec des matrices n par n, dont je parlerai de manière plus précise, et à la fin du calcul, il avait besoin que la taille de ces matrices tende vers 0, donc il a essayé de donner un sens à des matrices de taille 0 par 0, que les mathématiciens, évidemment, étaient totalement allergiques à ce genre de raisonnement, mais par la suite, il y a eu des travaux qui ont permis de prouver que les résultats qu'il avait obtenus étaient corrects. Alors, à côté de
beaucoup de résultats qui ont été obtenus, et je vais en évoquer certains dans ce cours. Il y a aussi beaucoup de questions qui restent ouvertes, et les questions qui restent ouvertes, en fait, souvent dépendent de à qui vous posez la question, parce que pour les mathématiciens, il y a pas mal de choses que les physiciens considèrent comme bien établies et qui n'ont pas encore été prouvées. Et puis, même parmi les physiciens, il y a des débats, en particulier sur ce qui se passe en dimension finie. Alors, il y a une énorme littérature, le nombre d'articles, je ne sais pas, certainement plusieurs milliers à propos de modèles d'Edwards-Anderson, Sherrington-Kirkpatrick, la solution de Parisi. Il y a une énorme littérature, c'est difficile de s'y retrouver. Il y a une littérature par les physiciens, et il y a un livre qui est incontournable, qui est le livre de Mézard, Parisi, Virasoro. Mais il y a plusieurs autres livres qui discutent beaucoup ces questions. Le livre de Nishimori, celui de Fischer-Hertz, et enfin, il y a toute une liste. Il y a le livre aussi de Dodsenko, de Victor Dodsenko, qui fait l'honneur d'être dans la salle aujourd'hui. Bon, et chez les mathématiciens, il y a aussi pas mal de livres importants, mathématiciens. Il y a le livre de Talagrand, de Panchenko, et des livres de Bouvier. Disons, le livre absolument incontournable qui date déjà pas mal, mais c'est le livre de Mézard, Parisi, Virasoro. Et il y a un livre, moi, que j'aime bien, si vous avez envie de savoir beaucoup de choses sur ces problèmes en faisant très peu de calculs, eh bien, il y a un livre de Stein et Newman qui présente la plupart des idées des vers de spin, mais avec très peu de formules. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est un sujet qui a une longue histoire, où il y a énormément de choses qui ont été faites, donc certainement je ne vais pas pouvoir couvrir tous les aspects, mais heureusement, plusieurs des invités sont des grands experts de ces sujets et vont compléter. Je ne pense pas qu'on fera quand même malgré tout le tour du sujet. En particulier, je vais assez peu parler des problèmes de dynamique cette année. Alors, maintenant, j'en viens un peu à ce dont il s'agit. Donc, juste quelques mots sur les propriétés expérimentales des vers de spin. Alors, là aussi, je vais être assez bref, mais il y a des experts dans la salle et je sais d'avance qu'ils ne vont rien apprendre dans ce que je vais dire. La susceptibilité des vers de spin et le vieillissement. Donc, les vers de spin, en fait, au départ, il y a beaucoup de systèmes qu'on peut considérer comme des systèmes ayant des propriétés du type vers de spin, mais au point de départ, c'était un alliage entre deux types d'atomes métalliques du type cuivre-manganèse ou or-fer. Et donc, il y a très peu d'atomes magnétiques là-dedans, donc ils sont très dilués. Donc l'image que vous pouvez avoir, c'est un métal, et puis à certains endroits, il y a, disons, 1% d'atomes qui ont un spin, ou que vous pouvez considérer comme des petits aimants, et tous les autres ne sont pas magnétiques. Voilà. Et pourquoi ces choix de mélange? C'est parce que c'est des atomes qui ont des tailles comparables, et donc quand vous faites l'alliage, les atomes de fer, par exemple, se mettent un peu n'importe où. Il n'y a pas de question stérique qui fait que les atomes de fer auraient envie de se mettre à des endroits très précis. Donc, essentiellement, vous avez un alliage avec quelques atomes magnétiques dilués
dans une matrice d'atomes non magnétiques. Bon. Et donc, typiquement, il y a 1% d'atomes magnétiques là-dedans. Alors, tout ça, tout ce que je vais dire, avec beaucoup plus de détails, beaucoup plus d'informations, vous pouvez le trouver en particulier dans l'article, dans le livre de Midosh, qui date de 1993. Et puis, à Saclay, par exemple, il y a eu beaucoup de travaux, en particulier dans le groupe d'Éric Vincent, aussi sur ces problèmes de verre de spin. Mais il y a beaucoup d'équipes expérimentales qui ont contribué. Alors, la première chose donc, qui a été observée au début des années 70, et que vous pouvez retrouver là, c'est que si vous regardez ce qu'on appelle la susceptibilité magnétique en fonction de la température, vous avez une courbe qui monte comme ça, et puis à une certaine température ici, eh bien, cette courbe fait ça, elle a un cusp, enfin, elle a une singularité. Et en fait, souvent, on voit les choses sous cette forme. On voit qu'au-dessous d'une certaine température, eh bien, la susceptibilité magnétique a un accident. On dit un cusp. Donc, qu'est-ce que c'est que la susceptibilité magnétique ? Ben pour un expérimentateur, c'est vous essayez de mesurer l'aimantation du système, vous mettez un petit champ, et si vous mettez un petit champ magnétique, le système a tendance à s'aimanter, et l'aimantation est proportionnelle au champ, donc ça c'est pour le H petit. L'aimantation est proportionnelle au champ, et ça c'est la susceptibilité. Alors ce que j'ai dessiné là, c'est deux courbes. Pourquoi ? Parce que dans les verres de spin, ça dépend comment vous vous y prenez pour mesurer la susceptibilité. Alors, habituellement, il y a deux courbes. L'une, ça s'appelle la FC, et l'autre s'appelle ZFC. Et ça, c'est juste emprunté de l'anglais. FC, ça veut dire field cooled. Donc c'est FC. Et ZFC, c'est 0 field cooled. Donc l'idée, c'est la chose suivante, c'est vous voulez savoir ce que vaut l'aimantation d'un système dans un petit champ. Bon, ben, il y a plusieurs façons de vous y prendre. L'une, c'est de refroidir votre système en champ nul, 0 field cooled, et de mettre le champ après et de mesurer l'aimantation. Vous avez cette courbe. L'autre possibilité, c'est de dire je mets le champ et je refroidis mon système après et je mesure la susceptibilité et ça serait cette courbe-là. Alors, la question c'est est-ce qu'on peut comprendre ça par une théorie ? Et la théorie la plus simple qu'on peut imaginer, c'est de se dire on a des atomes magnétiques dans cette matrice, ils vont être n'importe où, donc il va y avoir les positions RI des atomes magnétiques. Et il va y avoir des énergies d'interaction entre ces petits aimants. Enfin, ici, les spins, il n'y a rien de quantique. Enfin, ils ont une origine quantique, mais il faut se les représenter comme des petits aimants. Et ces petits aimants, sur chaque site, il va y avoir un petit aimant qui sera dans la direction, disons, SI. Et l'énergie va être moins une somme sur toutes les paires IJ d'un certain couplage JJ, SI, SJ. Donc, vous avez des positions aléatoires qui sont fixées. Enfin, un des aspects, c'est qu'il y a un désordre gelé ici. Donc, c'est très important d'avoir en tête que dans tous ces problèmes, il y a un désordre gelé qui, dans le cas présent, c'est la donnée de toutes les positions des atomes magnétiques. Gelé veut dire que, quelle que soit la température, ben, ces atomes magnétiques restent là où ils sont. Hein, donc, ils sont parce qu'on a fait cet alliage, après on a un morceau de métal et ça ne bouge plus. Essentiellement, ça ne bouge plus. Après, il pourrait y avoir des effets plus fins. Et la question, c'est comment ils interagissent. Et l'interaction entre ces atomes, c'est l'interaction qui s'appelle RKKY, qui
c'est les noms de 4 physiciens. Donc RKK, les RK, c'est Ruderman et Kittel. Là, c'est Kasuya et Yoshida. Et c'est des travaux qui datent des années 50, 54, 56 pour ces travaux, et qui proposent comme interaction quelque chose qui est de la forme cosinus KF RIJ. Donc RIJ, c'est la distance entre l'atome I et J, plus phi sur RIJ au cube. Alors bon, la plupart des cours ou des exposés sur les verres de spin commencent par ce genre de formule, mais je crois que la plupart, l'immense majorité des gens, en particulier les mathématiciens, mais même la plupart des physiciens, n'ont jamais fait ce calcul pour savoir pourquoi c'est ça. Alors maintenant, avec les mots, hein, donc je ne vais certainement pas essayer de le démontrer, ce qui est sans doute pas très compliqué, mais l'idée est assez simple, c'est que quand vous avez dans un métal un atome magnétique qui est orienté dans une certaine direction, il va polariser les électrons du métal, et la polarisation des électrons du métal va agir sur une autre impureté magnétique un peu plus loin, et c'est pour ça qu'apparaît le KF ici, qui est le vecteur d'onde de Fermi du métal. Bon, donc ça, c'est admis, si vous voulez. Mais la question, c'est, maintenant, j'ai un désordre gelé, donc il y a les positions des atomes, il y a les interactions qui vont dépendre de ce désordre gelé, et puis maintenant, j'ai un certain nombre de spins qui interagissent par cette interaction que j'ai écrite ici. Alors, un des aspects vraiment majeurs de cette histoire, c'est qu'il y a un désordre qui est gelé. Par ailleurs, les spins, eux, sous l'agitation thermique, ils peuvent se retourner, mais il y a une conséquence de ce type d'interaction, c'est ce qu'on appelle la frustration. C'est le désordre qui est gelé. Et donc la frustration, c'est une propriété qui est due au fait que l'interaction de Ruderman-Kittel, quand vous prenez des distances qui varient, donc il va y avoir toutes sortes de distances entre ces atomes, toutes sortes de distances entre ces impuretés magnétiques, eh bien, de temps en temps, le couplage va être positif, donc il y a à la fois des couplages, certains couplages vont être positifs, parce que la distance sera telle que le cosinus est positif, et puis certains couplages vont être négatifs, pour les mêmes raisons, parce que le cosinus change de signe. Donc, à cause de ça, si vous avez 3 impuretés magnétiques, eh bien, il y a la possibilité que, donc 1, 2, 3, enfin, il y en aura bien sûr beaucoup plus à l'intérieur de mon échantillon, mais vous avez la possibilité que l'interaction entre 1 et 2 soit positive, entre 1 et 3 soit positive, et entre 2 et 3 soit négatif. Et donc, si vous essayez de savoir à quoi va ressembler l'état fondamental, à quoi va ressembler le système à basse température, eh bien, il faut minimiser cette quantité. À basse température, le système essaye de minimiser son énergie au maximum. Et donc, vous avez à minimiser cette quantité. Et vous voyez qu'à cause de cet effet de frustration, ce n'est pas facile de savoir quelle configuration le système va choisir. Il va essayer de faire un compromis, mais quelle que soit la façon dont il s'y prend, il va sûrement y avoir un des liens qui ne va pas être satisfait. Et ça fait que trouver, par exemple, l'état fondamental d'un verre de spin est un problème très difficile. Et on y reviendra. Donc, voilà le type de mesures que l'on peut faire. Enfin, les premières mesures qui ont été faites correspondent à ça. Alors bon, je vous passe bien sûr beaucoup de détails, comment les gens s'y prennent pour mesurer l'aimantation, le champ magnétique. Souvent, ils prennent un champ magnétique qui dépend du temps et qui va un peu arrondir ces choses. Enfin bon, il y a tout un débat là-dessus, beaucoup de résultats expérimentaux. Alors, donc ça, c'est une des propriétés des verres de spin, la susceptibilité. Et maintenant, je vais dire quelques mots sur le vieillissement.
Et là, bon, je répète quelque chose que j'ai lu dans un article d'Éric Vincent, qui faisait une revue de ces problèmes. Donc le vieillissement, c'est la chose suivante. Imaginez que j'ai mon système qui est à haute température. À haute température, les spins s'agitent dans tous les sens. Et puis, donc ça c'est la température. Il y a cette température ici, je vais l'appeler, je ne sais pas, Tg par exemple. Tg. Et puis, votre système, vous l'avez préparé à haute température, donc il s'agit dans tous les sens, il se met à l'équilibre facilement, et à un certain temps zéro, vous décidez de refroidir votre système. Donc voilà, en fonction du temps, la température. Vous l'avez refroidi, et maintenant, vous avez votre autre paramètre à votre disposition, qui est le champ magnétique que vous imposez au système. Donc imaginez que vous partez avec un champ non nul, et puis qu'à un certain moment, vous coupez le champ. Donc vous avez refroidi votre système, il a un certain champ, et puis, donc ça c'est l'instant zéro, et ce temps-là, c'est ce qu'on appelle un temps d'attente. Donc vous avez attendu un certain temps, et puis vous coupez le champ. Alors, le genre de courbe que les gens observent, c'est la chose suivante, ils mesurent l'aimantation. Ils vont mesurer l'aimantation à partir de cet instant zéro et pendant un temps tau. Donc ici, il va y avoir un temps tau, et puis ils vont faire la mesure à ce moment-là. Et la question, c'est qu'est-ce qu'ils voient pour l'aimantation? Alors, ce qu'ils voient, on s'attend à ce que s'ils attendent très 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 longtemps, le système va finalement se mettre à l'équilibre, donc l'aimantation va se mettre à décroître. Et alors ils observent la chose suivante, c'est que l'aimantation, je fais un schéma un peu rapide, en fonction de ce temps que j'appelle, disons, tau, l'aimantation, on a refroidi avec un champ, il y a une certaine aimantation, l'aimantation va se mettre à décroître, puis à un moment, elle va décroître comme ça. Maintenant, si vous attendez plus longtemps, donc ça c'est pour un certain temps d'attente TW. Si vous prenez un temps d'attente, alors les courbes ne sont peut-être pas tout à fait superposées, beaucoup plus longtemps, TW prime beaucoup plus, ou T'W beaucoup plus grand que TW, le système va relaxer mais va mettre plus longtemps, et puis ainsi de suite. Si vous prenez un autre temps encore plus long, le système va mettre plus de temps à relaxer. Et donc, on est en train de dire que quand on a refroidi le système, le système est en train de vieillir, parce que ce temps d'attente a fait que le système a changé ses propriétés. Simplement, le fait d'attendre longtemps fait que ce qu'on va observer par la suite va en dépendre. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle le vieillissement dans ces systèmes. Il y a beaucoup de modèles de vieillissement qui ont été faits et beaucoup d'expériences aussi autour du vieillissement, parce que ce que je raconte là, c'est peut-être l'expérience de pensée ou même réelle la plus simple. Des fois, il y a eu des cas où, par exemple, on refroidit un peu pendant une certaine période, on remonte la température, etc. Donc il y a toutes sortes de protocoles expérimentaux qui ont été utilisés et qui ont permis de mieux comprendre ces propriétés de verre de spin. Alors, en fait, ces deux propriétés, qui sont les plus caractéristiques des verres de spin, ce cusp de la susceptibilité et ces effets de vieillissement, en fait, on peut les comprendre avec une image très simple au niveau qualitatif. Après, quand on veut faire des prédictions précises, c'est plus compliqué. Et au niveau qualitatif, l'idée est la chose suivante. C'est que comme l'énergie va être compliquée à cause de ces effets de frustration, donc quand je suis à basse température, ce n'est pas du tout facile de trouver quel est le minimum de cette fonction à cause de l'effet de frustration, eh bien, l'énergie d'une configuration, donc, une configuration, c'est la donnée de tous ces spins,
Donc, évidemment, de faire une courbe, c'est quelque chose de trompeur, parce que ça, c'est un point dans un espace de très haute dimension, et là, je fais une courbe à une dimension. Mais l'image est la chose suivante, c'est que l'énergie va être une fonction compliquée, disons, va être une fonction compliquée de la configuration de spin. Donc ça, vraiment, c'est un aspect des verres de spin qui va être tout le temps présent, c'est que le paysage d'énergie est compliqué, et même très compliqué, et a un côté aléatoire. Bon, donc voilà à quoi ressemble le système. Imaginez que ça, c'est l'énergie quand le champ est nul. Maintenant, quand je mets un champ magnétique, le terme qui intervient, c'est celui-là. Et donc, si je mets le champ magnétique ou si je l'enlève, eh bien, ce qui va se passer, c'est que le paysage va être un peu modifié. Donc imaginons que ça, c'est la situation en champ nul, et puis quand le champ magnétique, eh ben, ça va modifier un peu, si le champ est faible, ça va modifier un peu le paysage, et donc, peut-être je devrais le faire dans une autre couleur, ça va modifier, donc ça c'est en H différent de 0, bah, ça va modifier les énergies des configurations, et donc je vais avoir un truc comme ça. Et donc si je suis à très basse température et que je laisse le système s'équilibrer pendant longtemps, eh bien, ce qu'il fait, c'est qu'il essaye de trouver son minimum d'énergie. Donc si je suis dans un champ, non nul, donc H différent de 0, mon minimum d'énergie est là, et plus la température, mon minimum d'énergie est là, et quand je coupe le champ, il va falloir qu'il aille au minimum d'énergie de la courbe blanche. En gros, enfin, quand on est à température nulle, ça serait le cas. À température finie, il va plutôt vouloir être dans le voisinage de ce minimum. Et donc, ce qui se passe, c'est que il va falloir que l'agitation thermique permette au système de franchir cette barrière, d'aller de ce point-là à là. Et donc, plus on attend longtemps, plus le système a eu le temps de s'équilibrer. Donc, si j'attends peu de temps, en ayant refroidi, le système n'aura pas trouvé encore son minimum d'énergie en champ. Il sera assez haut. Donc, ça va lui permettre de sortir de cette vallée relativement vite pour atteindre le nouveau minimum. Si j'ai attendu longtemps, le système est plus profondément dans cette vallée rouge en champ, et quand je coupe le champ, il va avoir plus de mal, il va lui falloir plus de temps pour sortir de ce minimum et aller trouver l'autre minimum. Donc ça explique ces effets de vieillissement, mais ça explique avec les mains, c'est-à-dire de manière qualitative. Ça explique également ces courbes, parce que supposons que j'ai refroidi mon système en champ nul, donc il est autour de ce minimum, et puis quand je mets le champ, il voudrait aller plutôt du côté de ce minimum-là. Si je mets le champ à haute température, il va aller s'équilibrer, il va aller directement ici, et donc on va trouver une susceptibilité assez importante puisqu'il aura trouvé ce minimum. Si je mets le champ après avoir refroidi, le système est dans le minimum blanc, et le champ va le tirer et lui dire « essaye d'aller là », mais il va être bloqué par ces barrières. Il va falloir attendre que l'agitation thermique lui permette de franchir ces barrières. Donc tout ça, c'est des mots pour avoir une idée qualitative de ce qu'on voit expérimentalement. Alors maintenant, je vais en venir au modèle classique que les gens étudient tout le temps. Enfin, déjà, une chose tout à fait à retenir, c'est que les problèmes de verre de spin, comme beaucoup d'autres problèmes des systèmes complexes, il y a toujours cette image derrière d'un paysage aléatoire ou très compliqué qu'il faut garder en tête et qui va avoir des conséquences sur les propriétés du système. Alors, les physiciens, autour des années 70, enfin, autour des années 75 même, il y a un modèle un peu plus simple que celui de ces impuretés magnétiques qui a émergé, qui est le modèle d'Edward Sanderson.
Donc là, maintenant, j'en viens à de la théorie, Anderson. Bon. Alors, le modèle d'Edwards-Anderson, au lieu de se compliquer la vie avec ces impuretés qui sont absolument n'importe où dans le système, il considère que les atomes magnétiques, maintenant, ils sont sur un réseau régulier. Et sur chaque site du réseau régulier, il y a un atome magnétique. Et dans la version la plus simple, celle surtout dont je vais parler ici, c'est que l'impureté magnétique, en fait, a deux états. Il peut être plus ou moins. Il peut pointer juste dans une seule direction, il est plus ou moins, et c'est tout. Et maintenant, ils ont voulu conserver les deux propriétés de désordre gelé et de frustration. Et pour faire ça, ils considèrent que l'énergie d'une configuration, c'est égal à moins somme de I, maintenant voisin de J, d'un couplage JJ fois SI SJ moins H, somme des SI. Et donc, une configuration, c'est simplement la donnée des spins, des n spins, qui valent plus 1 ou moins 1. Vous avez n spins sur un réseau régulier. Et maintenant, l'énergie d'une configuration est donnée par ça. Et les couplages JJ sont les variables gelées. Et par ailleurs, on voudrait qu'il y ait un effet de frustration. Pour cela, on va prendre une certaine distribution. On va considérer que les couplages sont des variables gelées tirées avec une loi qui autorise d'avoir des couplages qui sont à la fois positifs et négatifs. Donc typiquement, les distributions favorites que les gens ont utilisées, c'est une gaussienne, c'est-à-dire voilà, les rho de JJ, c'est donné par une loi gaussienne. Ou bien il y a le cas où ils prennent une somme de deux fonctions delta. Bon, après, on peut choisir plus ou moins ce qu'on veut, moins j, plus un demi de delta de jj plus j. Donc voilà, deux possibilités. Mais si vous arrivez à résoudre un problème de verre de spin avec une distribution un peu différente, en dimension 3, tout le monde sera absolument ravi. Et, certainement, vos articles auront beaucoup de citations. Donc, en fait, si on veut s'intéresser au verre de spin à l'équilibre, voilà, tout le problème est là. Vous avez un certain nombre de configurations. L'énergie d'une configuration est donnée par ça. Et à l'équilibre, eh bien, la probabilité d'observer une configuration C, donc une configuration des spins, est donnée par le poids de Boltzmann, c'est-à-dire exponentielle moins E, disons, de C, moins bêta E de C. Bêta, c'est l'inverse de la température, moins bêta E de C, donc ici c'est E de C, divisé par la fonction de partition, qui est donc la somme sur toutes les configurations. Bon, donc c'est les poids de Boltzmann, simplement. Et la chose qui est importante de réaliser, c'est que cette probabilité elle-même dépend du désordre. Dépend du désordre, qui ici, c'est la donnée des couplages. Donc, pour chaque choix des couplages, vous avez une probabilité qui est donnée par ça. Et ça va vous donner les propriétés d'équilibre. Alors, d'une certaine manière, c'est un peu déroutant la première fois où on travaille sur les verres de spin, même pas que la première fois, c'est qu'en fait, on a une probabilité qui est elle-même aléatoire, puisqu'elle dépend du désordre. Hein, donc, une probabilité qui est aléatoire, et toutes les quantités auxquelles vous pouvez penser, si vous mesurez une propriété
de ce système. Si vous voulez savoir quelles sont les propriétés à l'équilibre, vous avez une quantité qui vous intéresse. Par exemple, la quantité Q de C, ça peut être l'énergie dans la configuration C, qui est là. Ça peut être l'aimantation dans la configuration C, qui est simplement la somme des spins dans la configuration C. Bon, n'importe quelle quantité que vous considérez va être elle-même, n'importe quelle valeur moyenne d'une quantité que vous allez considérer va elle-même dépendre du désordre. Donc, la valeur moyenne d'une quantité, ça va être simplement, comme toujours, vous mettez une pondération avec des poids de Boltzmann. Cette quantité-là dépend des couplages JJ et donc dépend du désordre. Donc vous avez ce problème d'une probabilité ou de propriétés qui elles-mêmes vont dépendre du désordre. Il va falloir faire quelque chose avec ça. Alors, quand vous êtes dans cette situation, donc ça dépend de toutes les valeurs des couplages JJ. Alors, la question que vous pouvez vous poser, c'est à quoi va ressembler l'échantillon typique ? Disons, vous avez envie quand même que si vous prenez un alliage avec 1% d'atomes de fer qui sont mis plus ou moins au hasard, et que votre collègue prenne un autre échantillon, mais avec le même pourcentage d'atomes de fer, si vous faites des mesures, vous auriez envie quand même que tout le monde observe la même chose. Donc la question, c'est est-ce que ça va être le cas ? Est-ce que les propriétés du système vont dépendre de l'échantillon que vous regardez ou pas ? Alors manifestement, si vous avez un échantillon avec 5 atomes, probablement que les positions précises de ces atomes vont avoir une importance. De la même façon, dans le modèle d'Edwards-Anderson, si vous avez très peu d'atomes, donc un tout petit réseau, ça va dépendre précisément du choix des JJ que vous avez fait, que vous avez dans votre système. Mais maintenant, vous pouvez vous dire, si mon système devient grand, est-ce que toutes les propriétés d'un système ou d'un autre vont être identiques ? Alors, le genre de quantité que vous pouvez avoir envie de regarder, c'est la fonction de partition, donc, qui est la somme, comme on l'a vu, la somme sur toutes les configurations des poids de Boltzmann, le log de Z, l'énergie, qui est la dérivée par rapport à bêta, l'énergie moyenne, c'est un calcul d'une ligne, du log de Z, l'aimantation, qui est égale à 1 sur bêta d sur dh de log de Z. Bon, enfin, toutes sortes de propriétés physiques que vous avez envie de considérer. Et toutes ces quantités dépendent du désordre. Le désordre, c'est-à-dire le choix de ces couplages JJ qu'on considère comme figés, qui ne vont pas bouger. Alors, il y a plusieurs possibilités pour une quantité, selon les quantités que vous regardez. Il y a plusieurs possibilités qui peuvent se produire. La première, donc, je vais considérer le Q moyen. Donc ça, c'est une moyenne thermique, parce que j'ai mis les poids de Boltzmann, mais ça dépend du désordre. Ce Q dépend des couplages que j'ai. Alors, la première possibilité, le premier cas, c'est que la probabilité donc, de cette valeur moyenne, puisque ça dépend du désordre, la probabilité de cette valeur moyenne, en fonction de cette valeur moyenne, eh bien, elle est très piquée. Tout ça, c'est quand le système devient très grand, autour de cette moyenne. Alors, je note ça, c'est la moyenne sur le désordre. C'est-à-dire, supposons que je prenne un échantillon, je vais avoir un certain Q. Et maintenant, j'imagine que je regarde beaucoup d'échantillons différents
et il va y avoir une certaine distribution. Donc la première possibilité, la plus agréable, c'est que finalement, vous allez moyenner, et tous les échantillons vont être tout près de cette moyenne. Donc tout ça, c'est pour, bien sûr, quand le système est grand. Tant que le système est petit, toutes ces distributions sont larges. Mais voilà, ça c'est la première possibilité. C'est le cas de, comme on va le voir, de l'énergie libre. Et puis, alors ça va être toujours pour le modèle d'Edwards-Anderson. Et puis des dérivés de l'énergie libre. Donc aimantation, ça c'est des dérivés de log z. Comme on l'a vu là-bas, mais là c'est presque toujours. De temps en temps, il y a des points un peu exceptionnels où c'est pas vrai. On va revenir là-dessus. Voilà. Et parfois, alors plus rarement, c'est la fonction de partition elle-même. Ça, c'est des choses qu'on va voir dans certains exemples. De temps en temps, même la fonction de partition est automoyennante. Le deuxième cas, qui est le deuxième cas, c'est une situation qu'on va rencontrer aussi souvent, c'est que vous avez une certaine distribution, P, fonction de Q, et que cette distribution, elle est très piquée, mais que la valeur moyenne, elle est très loin. Donc ça serait Q moyen. Donc si vous moyennez sur le désordre, la moyenne, essentiellement, vous dit rien. Enfin, vous dit simplement une espèce de borne sur la valeur typique. Et donc ça, c'est le cas le plus souvent de la fonction de partition. Il y a certains cas qu'on verra pour lesquels ceci se produit, mais ça, c'est un cas où finalement, vous calculez la moyenne et puis elle ne vous sert pas à grand-chose. Simplement, il y a une espèce de borne qui est due à une inégalité d'Jensen. Et le troisième cas, qu'on va aussi rencontrer, c'est le cas où P de Q reste large. Même quand n est grand, certaines propriétés vont dépendre de l'échantillon que vous considérez. Et ça, c'est ce qu'on dit à ce moment-là, que la quantité est non automoyennante. Bon. Alors, ce que je vais faire rapidement, parce que je crois que je l'avais déjà fait dans le passé, c'est de vous expliquer cette propriété-là, pourquoi l'énergie libre est toujours automoyennante. Et en fait, comme on a cette propriété-là, sur le plan mathématique, il se passe que ça implique que ces dérivés le sont presque partout, parce que c'est des fonctions monotones de bêta ou de choses comme ça. Et donc, quand vous avez une fonction monotone, ceux qui connaissent plus de mathématiques que moi doivent savoir que effectivement, les quantités doivent être automoyennantes. Alors pour l'énergie libre, c'est facile. Donc en fait, je ne fais que ce qui est facile, évidemment. Et donc, l'automoyennage de log z, alors, vous imaginez que vous avez une énergie d'une configuration donc maintenant, cette énergie, je considère un grand système. Et cette énergie, je vais avoir envie de découper mon grand système en morceaux. Et je vais considérer dans cette énergie deux types de termes, E0
de C plus ES de C. Donc, E0, c'est toutes les interactions, tous les couplages internes à ces blocs. Donc, j'ai coupé mon système en blocs. Ça, c'est les interactions internes au bloc. Et ça, c'est les interactions entre blocs. Donc, les interactions qui contribuent ici, c'est quand il y a un spin dans un bloc et le spin dans le bloc d'à côté. Et ça, c'est des interactions entre blocs. Donc, je sépare ça. Et ce que je dis, c'est que l'énergie d'une configuration, ça va être l'énergie interne au bloc plus, enfin, ça va être plutôt compris entre l'énergie à l'intérieur d'un bloc plus le minimum sur toutes les énergies de ES de C. Donc, je regarde, j'essaye de minimiser sur toutes les configurations le terme de surface, et de l'autre côté, j'essaye de maximiser sur toutes les configurations le terme de surface. ES de C. Et toute l'idée, c'est que finalement, les termes de surface, c'est un effet de surface qui va être négligeable par rapport à l'effet de volume. Donc, quand vous mettez ça dans la fonction de partition, la fonction de partition, c'est la somme sur toutes les configurations, vous allez trouver que la fonction de partition du grand système, ça va être le produit des fonctions de partition, puisque maintenant, mes sous-systèmes ils sont indépendants, donc c'est le produit des fonctions de partition des sous-systèmes fois et puissance moins bêta min sur C de ES de C. Et puis, de la même façon, de l'autre côté, Z1, Zn, et puissance moins bêta, E max, ou le max, sur C de ES de C. Donc je borne la fonction de partition simplement en bornant la partie des interactions entre ces blocs. Bon, et puis une fois que vous avez ça, vous prenez log z et vous trouvez que c'est plus petit ou égal à une somme de variables log z1 plus log zn, qui sont des variables indépendantes, moins ce terme-là, de la même façon de l'autre côté. Et quand vous divisez par le volume, c'est-à-dire le nombre total de spins, le terme de surface ici disparaît, et là vous avez une somme de variables aléatoires indépendantes, et donc vous utilisez la loi des grands nombres pour dire que log z sur un volume grand V, ça va être pareil que le log z, le log de chaque petit z sur le volume petit v, puisque vous avez des variables aléatoires indépendantes. Et donc c'est ça qui... Pardon. Ici, je peux mettre la moyenne parce qu'il y aura une loi des grands nombres, parce que là, j'ai ajouté beaucoup de variables indépendantes. Et donc ça me dit que la fonction de partition, l'énergie libre d'un système très grand, essentiellement, c'est une somme de beaucoup d'énergie libre de systèmes plus petits mais indépendants. Et ce terme-là va être petit si j'ai un très grand système et que les sous-systèmes sont eux-mêmes très grands, de façon à ce que l'effet de surface diminue, soit négligeable. Et donc, vous voyez que le log z d'un échantillon, là je prends un seul échantillon, eh bien, il va être très proche de la valeur moyenne sur tous ces échantillons plus petits. Voilà. Donc ça, c'est la façon dont on comprend, je crois que c'est même une preuve mathématique, que l'énergie libre d'un échantillon typique, si l'échantillon est très grand, bah, ça va être sa valeur moyenne. Et donc ça va être à l'origine d'une technique qui va être utilisée par la suite, c'est la méthode des répliques,
mais on va revenir dessus évidemment assez en détail. Et donc je mentionne juste à ce stade, c'est de dire si je veux décrire l'échantillon typique, j'ai besoin de calculer l'énergie libre moyenne, de moyenner ça sur le désordre, puisque chaque sous-système ici est une réalisation différente du désordre. Donc j'ai besoin de faire ça. Comment je fais ça? Il se trouve que quand on essaye de faire des calculs, c'est un peu plus simple de calculer non pas le log, mais de calculer les moments. Et la méthode des répliques, elle consiste à dire, calculons ces moments, et à la fin du calcul, si j'ai besoin de log z, je vais essayer de prendre cette limite n tend vers 0 de log de zn sur n. Donc ça, c'est le cœur de la méthode des répliques. Et tout à l'heure, j'ai dit rapidement que les solutions, en particulier proposées par Parisi, mais aussi dans Edwards-Sanderson, elles avaient des matrices qui sont de taille n par n. En fait, dans le calcul de z puissance n, il va y avoir besoin de chercher un extrémum dans un espace de matrices de taille n par n. Et à la fin du calcul, ces matrices, il va falloir qu'elles aient une taille qui tend vers 0. Bon, donc c'est tout le mystère de ces systèmes de verre de spin. Et j'essaierai de décrire comment on fait ça et les résultats qui ont permis de prouver ces choses. Alors maintenant, je vais... maintenant, on voit qu'on a l'échantillon typique avec l'énergie libre. Et maintenant, on va se poser des questions qui sont à la fois triviales pour un système fini et hautement non triviales quand le système devient infini. Et donc, ces états fondamentaux et phase de basse température. Donc je ne parle pas de la phase haute température, qui a d'une certaine manière très peu d'intérêt, puisque les spins s'agitent dans tous les sens, et bon, il n'y a pas grand-chose à dire, il n'y a pas d'aimantation et quoi que ce soit. Mais à basse température. Donc le problème peut se formuler de manière très simple dans le cadre des états fondamentaux. Vous prenez votre modèle d'Edwards-Sanderson sur votre réseau, et l'énergie d'une configuration, c'est donné moins somme I voisin de J, de JJ, SI, SJ. Une configuration, c'est la donnée par la donnée des spins. Bon. Et maintenant, ce qu'on voudrait, c'est trouver le minimum de cette fonction. C'est ça qu'on appelle l'état fondamental. Bon, alors, le plus simple, c'est de considérer les couplages qui ont une distribution continue. Si les couplages ont une distribution continue, il y a, pour cette fonction, il va y avoir, si le système est fini, simplement deux configurations qui vont minimiser. Je ne vais jamais arriver avec des nombres réels, les couplages sont réels. Si je prends la différence d'énergie entre deux configurations, il faudrait que j'ai une somme de nombres réels qui vaille pile 0. Et s'il y avait deux minima pour des configurations différentes. Donc la seule possibilité, c'est qu'il y ait en fait deux états fondamentaux qui correspondent à un certain choix des SI qui va rendre ça minimum. Et si je renverse tous les spins, ça va être aussi un minimum. Donc pour le système fini, il y a deux minima. Si le champ est nul, et si en plus je rajoute un champ non nul, il y a un seul minimum. Donc, si h égale 0, et si h est différent de 0, il y a un seul minimum de cette fonction, ou bien si on fixe le bord. Imaginons que j'ai mon système
de taille L. Et je me dis, voilà, ben je me donne une certaine configuration du bord. J'appelle ce bord BL. Je dis ce que valent tous les spins au bord, je les fixe, et ça me donne... Donc là, j'ai un seul état fondamental. Pas besoin de questions. Maintenant, déjà, on peut se demander qu'est-ce que vaut l'énergie de ce fondamental. GS, ground state, donc qu'est-ce que ça vaut? Et ça, c'est un problème difficile, et il y a très peu de modèles dont on sait même calculer cette énergie du fondamental. Donc ça, c'est la valeur de EGS sur n quand n tend vers l'infini. Ça tend vers quelque chose, mais c'est très dur. En général, vous prenez à 2 dimensions, je ne pense pas qu'il y ait de formule pour ça, à 3 dimensions, etc. Et donc il y a quelques cas comme ça. Bon, donc, si le système est fini, l'affaire est simple, mais bon, vous savez aussi que quand un système est fini, il n'y a pas de transition de phase. Si vous prenez un modèle d'Ising ou tout ça, il n'y a pas de transition de phase pour une raison simple, c'est que la fonction de partition, quand le système est fini, le nombre de configurations, c'est 2 puissance n, chaque spin peut être plus 1 ou moins 1, et donc c'est une somme d'exponentielles. Vous avez une somme d'exponentielles, il ne peut rien avoir comme singularité, vous avez une somme finie d'exponentielles. Donc le système fini, il n'est pas très intéressant de ce point de vue-là. Alors la question, les gens se sont dit, mais c'est quoi les états fondamentaux d'un système infini? Donc états fondamentaux d'un système infini. Alors, est-ce qu'il n'y en a qu'un seul? Est-ce qu'il y en a beaucoup? Et ça, c'est une question débattue et pas simple. Alors déjà, qu'est-ce que ça va être un état fondamental d'un système infini? Bien, vous pouvez le penser, et là, vraiment, j'utilise ce livre dont je parlais de Newman et de Stein. Alors, vous pouvez vous poser la question de 2 façons différentes. Vous pouvez vous poser la question, prenons un système infini dès le départ. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va appeler état fondamental? L'énergie d'un système infini sera infinie. Donc, il n'y a pas, a priori, c'est un peu embêtant de dire le minimum de... Mais ils disent, voilà, l'état fondamental, ce sera une configuration du système infini telle que, en renversant un nombre fini de spins, l'énergie va toujours monter. Donc je ne peux pas descendre l'énergie d'un état fondamental si je ne peux pas la descendre en retournant un nombre fini de spins, eh bien, c'est un état fondamental. Donc ça, c'est une première façon d'y penser. Et une autre façon d'y penser, c'est de se dire, prenons mon système fini, et maintenant, je lui impose des conditions au bord, comme je disais tout à l'heure. Donc en fait, il y a un état fondamental. Et maintenant, imaginez la chose suivante, c'est que... Enfin, une autre façon de le dire... Bon, en fait, imaginez ça. Et maintenant, imaginons qu'il y a une petite région ici qui m'intéresse. Et je veux regarder ce qui se passe dans cette petite région quand j'ai mis des conditions au bord ici. Et maintenant, je peux dire, voilà, je regarde toutes les conditions au bord possibles que je mettrai ici, au bord. Et maintenant, est-ce que ce qui se passe à l'intérieur va rester fixe si les conditions au bord sont suffisamment loin? Ou est-ce que quand je change les conditions au bord, ce qui se passe à l'intérieur va se mettre à bouger? L'état minimum, l'état qui minimise, est-ce qu'il va être sensible aux conditions au bord que je vais mettre loin, que je vais mettre très très loin? Alors, donc c'est cette façon de penser. Si ce qui se passe à l'intérieur change beaucoup, même quand les conditions au bord sont très loin, eh ben, je vais avoir en tête qu'il y a beaucoup d'états fondamentaux. Alors, plutôt que de parler d'états fondamentaux, je vais essayer de parler de phase. Des questions, c'est de se dire, voilà, vous avez ce problème de verre de spin, et ça, c'est vraiment une question ouverte. Donc, je ne vais pas, évidemment, vous donner la solution, mais je vais au moins soulever la question. C'est, vous prenez ce système, étant à 3 dimensions, donc vous avez votre réseau à 3 dimensions, découplage, et maintenant,
combien il y a de phases possibles pour ce système? Et comme je le disais tout à l'heure, des transitions de phase, ce n'est pas possible d'avoir de transitions de phase quand le système est fini. Donc il va falloir d'une certaine manière prendre un système infini pour parler de phase. Alors comment on peut faire ça? Eh bien, imaginons que je prenne une suite de conditions au bord, BL, avec un L qui augmente. Donc je prends des conditions au bord de plus en plus loin. Et je regarde ce qui se passe dans cette petite région. Alors, bon, qu'est-ce que je peux regarder dans cette petite région? Mettons qu'il y a, dans cette région, il y a n égale L puissance D spin. Donc, mettons que le n va être 5, où L va un petit nombre. Maintenant, je regarde ce qui se passe à l'intérieur de cette région. Et je peux fabriquer un vecteur qui va dépendre de ce que j'ai mis au bord. Ce vecteur, ça va être ici la probabilité que le spin S1, donc je regarde tous les spins à l'intérieur de cette région, S1 égale plus 1, Sn égale plus 1. Je regarde par exemple la probabilité que tous les spins soient plus, la probabilité que tous les spins soient plus, sauf le dernier qui vaut moins. Enfin, j'écris comme ça toutes les probabilités. Donc il y a 2 puissance n nombres. Bon, si n vaut 4, je vais avoir 4 nombres. Donc j'ai un vecteur comme ça qui va dépendre de ce que j'ai mis au bord. Bon. Et maintenant, je prends une suite de bords de plus en plus éloignés. Donc chaque fois que je fixe un bord, j'ai ce vecteur. Ce vecteur, QBL, c'est une suite de 4 nombres qui sont entre 0 et 1. Donc il appartient à 0, 1, puissance n, puissance 2n, puisqu'il y a une probabilité pour chacun des événements. Donc en fait, le QBL, il vit dans un espace compact. C'est un espace compact, c'est-à-dire que les QBL, ils sont dans une certaine région, dans ce petit cube de taille 0, 1. Maintenant, si j'ai une suite de nombres, une suite de vecteurs dans un espace compact, une suite infinie, il va y avoir des points d'accumulation, puisqu'il n'y aura pas assez de place pour qu'ils soient tous dispersés. Donc c'est une propriété bien connue que quand vous avez une suite de points dans un espace compact, il y a forcément au moins un point d'accumulation, il peut y en avoir beaucoup. Alors c'est quoi les phases? Eh bien, les phases, ça va être tous les points d'accumulation que vous pouvez obtenir quand vous fabriquez, vous suivez ces vecteurs. Donc ça, c'est les phases possibles. Alors bon, après, on peut élaborer là-dessus. Donc quand vous êtes dans une phase haute température, s'il n'y a qu'un seul point d'accumulation, ça veut dire que finalement, ça ne dépend pas des bords que vous avez choisis. Si vous avez beaucoup de points d'accumulation, ça veut dire que même, avec des mots, ça veut dire que même si vous fixez les conditions au bord très très loin, eh bien, ce qui se passe à l'intérieur de cette petite région va y être sensible. Bon, donc ça, c'est une façon de définir ces phases. Et donc, comme je le disais, ça, c'est un problème ouvert de savoir à quoi va ressembler les points d'accumulation de cette suite de vecteurs. Est-ce que ce qui se passe à l'intérieur, ici, il va y avoir 2 phases, donc un système formé de 2 points d'accumulation. En fait, on peut toujours montrer que l'ensemble est connexe, donc tous les points, il y a 2 points extrêmes qui sont les états purs, ce qu'on appelle les états purs, et puis quelque chose qui les relie, ou bien est-ce qu'il va y avoir beaucoup plus de phases? Et la question peut se poser aussi bien si le champ est nul que si le champ est non nul. Dans les 2 cas, la question de savoir est-ce qu'il y a plusieurs phases, et ça, c'est une question qui a été énormément débattue au cours des 40 dernières années. Bon, alors, maintenant, je vais en venir à la question du paramètre d'ordre des verres de spin. Et je ne sais plus quel numéro c'est.
Bon, alors, la première chose, hein, c'est, je reprends ce modèle d'Edward Sanderson. Donc, vous avez votre réseau régulier, vous avez des couplages, éventuellement un champ magnétique. Bon, et comme je l'ai dit, supposons par exemple que, enfin, pour commencer, que le champ magnétique soit égal à 0, eh bien, si vous avez un système fini, vous avez que l'aimantation est égale à 0 pour un système fini. Vous calculez l'aimantation du spin I. À chaque configuration, il y a la configuration où tous les spins sont retournés qui a exactement la même énergie. Et à cause de ça, l'aimantation pour un système fini est nulle, tout le temps. Bon. Donc, par ailleurs, vous voudriez quand même que ce système voit quelque chose sur les transitions de phase. En particulier, on a toujours comme référence, quand on étudie ces systèmes désordonnés, le système ferromagnétique. Le système ferromagnétique, c'est le même modèle, sauf que les couplages ne sont pas aléatoires, ils sont donnés par une valeur fixe. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le cas ferro. Bon, le fait que les couplages soient tous les mêmes. Donc le cas ferro, hein, vous savez que l'énergie minimum, ça va être que tous les spins se mettent parallèles entre eux. Donc on se dit que le système va pouvoir s'ordonner. Malgré tout, si le système est fini, SI est égal à 0. Donc, mais par ailleurs, vous vous dites, le système ferromagnétique, c'est ce qu'on apprend à l'école, c'est que quand vous changez la température, son aimantation va diminuer, et puis il y a un moment où l'aimantation va devenir nulle. C'est la transition ferromagnétique. Au-dessus, c'est l'aimant. Enfin, je sais pas, à l'école, on prenait un aimant, le chauffait, à un moment, il n'était plus aimanté, donc c'est cette transition-là. Donc, comment rendre ça compatible avec ce qu'on voit pour le système fini? Alors, il y a deux possibilités. Donc, il y a deux possibilités. Donc, je le dis pour le système ferro, parce qu'on va faire la même chose dans le cas des verres de spin. Alors, la première, c'est de dire, je vais essayer de mettre des conditions au bord qui vont favoriser une certaine phase. Donc, je suis toujours en champ nul, mais pour le système ferro, je mets des conditions au bord qui favorisent. Donc, je maintiens. Donc, c'est purement un effet de bord, finalement. Hein, donc, ça ne va pas contribuer à l'énergie libre, mais quand le système est très grand, mais je mets des spins plus au bord, et maintenant je dis, voilà, mesurons un spin quelque part ici, loin des bords, et ce SI, quand la taille du système va devenir très grande, il va tendre vers l'aimantation spontanée M étoile, l'aimantation spontanée M étoile. Bon. Donc ça va être quand L tend vers l'infini, je vais trouver l'aimantation du système. Simplement en ayant fait ça. Ou alors, l'autre possibilité, c'est de dire, je prends un système libre, donc a priori, il n'aurait pas de transition de phase, la valeur moyenne du SI, mais je lui rajoute un petit champ. Donc je mets un H petit, et donc je vais avoir un SI, donc je pourrais le faire soit pour le système fini, alors, L. Donc j'ai un SI qui dépend de H. Maintenant, je vais vouloir faire H tend vers 0. Bon, si je fais H tend vers 0 tout de suite, je vais trouver 0, puisque quand H tend vers 0, j'ai une somme d'exponentielles, une somme finie d'exponentielles, et cette somme finie, il n'y aura plus de H, ça vaudra 0. Donc ce qu'il faut que je fasse, c'est que je fasse la limite, quand H tend vers 0, de la limite, quand L tend vers l'infini, de SI qui dépend de L et de H. Donc il y a toujours, si je veux observer un paramètre d'ordre, même dans le cas ferromagnétique le plus simple, je ne peux pas juste dire je prends un système fini
et puis je mesure, parce que dans le système fini, ça vaut 0. Donc il faut soit que je mette quelque chose au bord, soit que je fasse h tend vers 0. Alors, pour les verres de spin, on est un peu dans la même situation. On a envie que, qualitativement, que quand on refroidit le système, eh bien, il va se bloquer. Les spins vont vouloir prendre une certaine direction. Donc, pour les verres de spin, on voudrait avoir un SI qui est différent de 0. Alors comment faire? Bon, ben, si on prend le système fini et qu'on ne fait rien, ben, SI va valoir 0. Alors, il y a deux façons, enfin même il y a plus que deux façons de faire, mais une façon de faire, c'est de dire, voilà, on va prendre une certaine condition au bord, pas forcément tout le monde plus, une condition au bord qui nous plaît, et puis essayer de rendre le système, de prendre le système de plus en plus grand, et à ce moment-là, on va avoir un SI qui est différent de 0. Donc si le système est fini, impossible, mais si j'arrive à prendre une suite en imposant des conditions au bord à chaque fois, je peux avoir une limite. Je peux malheureusement avoir plusieurs limites, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est-à-dire ça peut garder une mémoire de ce qui se passe à l'infini. Alors, supposons que par ce procédé, je trouve une valeur non nulle, c'est-à-dire que les spins se bloquent, enfin, une tendance à s'orienter plutôt dans une direction. Alors, dans ce cas-là, je peux définir somme sur i de SI carré, et ça, c'est ce qu'on appelle le paramètre d'Edwards-Anderson. Alors, une autre possibilité qui ressemble davantage à l'idée de mettre un champ petit ici, l'autre possibilité, c'est de considérer deux répliques réelles, deux répliques du système. Donc, au lieu de dire, voilà, j'ai un échantillon avec certains couplages, j'imagine que j'ai deux fois le même échantillon, et donc je vais avoir deux répliques, donc je vais prendre une énergie qui va dépendre de deux configurations, E de C1 et C2, qui va être égale à moins somme DJJ, SI1, SJ1, plus SI2, SJ2. Et puis, bon, on peut mettre le champ magnétique si vous voulez, mais je ne le rajoute pas ici. Et puis, je mets un couplage entre la première réplique et la deuxième réplique. Donc, j'ai vraiment deux copies du même système. Et puis, je mets un terme ici. Si lambda était très grand, ben, pour minimiser l'énergie, on aurait envie que les deux configurations soient les mêmes. Donc, c'est quelque chose qui a envie de favoriser les deux configurations ensemble. Et un peu comme je l'ai fait dans le cas du champ magnétique, eh bien, une fois que j'ai fait ça, je peux définir bêta 1 sur n. Bon, ça, c'est juste en dérivant la fonction de partition de ce système, SI1, SI2, qui est égal à... pardon, il n'y a pas de bêta ici, excusez-moi. Si, il y a un bêta ici, oui, pardon. C'est égal à 1 sur n, d de log z sur d lambda. Lambda tend vers 0. Donc, une façon de penser à l'overlap, au recouvrement entre ces deux configurations, c'est de prendre l'énergie libre de ce système à deux configurations et de faire cette limite lambda tend vers 0. Donc, bon. Alors,
Et ça donne également le paramètre d'ordre d'Edwards-Anderson. Alors, vous voyez que ce que je raconte là, c'est très très semblable à ce que j'ai raconté pour quand on met un petit champ magnétique. On met un petit champ magnétique, on prend un système très grand, et à la fin, on fait tendre le champ vers 0. Là, c'est exactement pareil, c'est-à-dire que si je prenais un système fini et que je fais lambda tend vers 0, bon, lambda serait égal à 0 dans la somme de ces exponentielles, il n'y aura rien à dire, et les spins, les deux répliques seraient indépendantes. Donc ce qu'il faut vraiment faire, c'est exactement la même chose qu'ici avec le lambda, c'est-à-dire prendre d'abord un système très grand, et après, d'abord prendre une limite thermodynamique, et après faire lambda tend vers 0. Alors, donc ça, c'est le paramètre d'ordre d'Edwards-Anderson. Et il y a plusieurs autres façons de le voir. Et on verra que ça va apparaître en particulier dans la théorie de champ moyen des verres de spin. Mais il y a deux aspects que je voudrais mentionner très brièvement. Le premier, c'est dès l'article original d'Edwards-Anderson de 1975, ils y pensent d'une autre façon à ce paramètre d'ordre d'Edwards-Anderson. Ils disent, bon, prenons un échantillon à l'équilibre, et maintenant, regardons la valeur du spin à l'instant t, et la valeur, à l'instant t1, disons, et la valeur du même spin à l'instant t1 plus tau. Donc c'est un aspect de la dynamique. Ils disent, voilà, regardons comment un spin, s'il a une certaine orientation à l'instant t1, comment il sera orienté à l'instant T1 plus tau. Et l'idée, c'est de dire, bon, donc, a priori, T1 est très grand. Et maintenant, on prend la limite T tend vers l'infini, et ça va dire, bon, ça tend vers SI carré. Le système va s'équilibrer. Donc ça, c'est l'idée qu'il y a derrière. Mathématiquement, il y a toujours ce problème avec le système fini. Donc si vous voulez vraiment obtenir quelque chose qui est non nul ici, ce qu'il faut faire, c'est limite, d'abord limite quand T1 tend vers l'infini. Donc ça va me dire que mon système, dès le départ, il était à l'équilibre. Il était peut-être fini. Après, je prends mon système et je le rends infini. Et après, je prends tau tend vers l'infini. Si je ne mettais pas la limite du système infini ici, j'obtiendrais 0. Donc il faut d'abord que le système soit à l'équilibre, après qu'il soit très très grand, et qu'après, je regarde des temps longs. Si je fais les temps longs d'abord, le système, je vais obtenir 0. Donc il y a toujours cette difficulté qui apparaît. Donc ça, c'est une façon de penser aux paramètres d'ordre. Et un autre aspect qui intéresse, qui est une question souvent que les gens se posent dans le cadre des verres de spin, c'est ce qu'on appelle le chaos en température. Alors, le chaos en température, c'est de considérer que vous avez deux répliques du même système, mais à des températures différentes. Donc vous allez vous dire, voilà, quand je vais vouloir calculer la fonction de partition, donc imaginons que je prenne quelque chose comme ça, mais maintenant la copie numéro 1 est à une certaine température, la copie numéro 2 a une température différente. Donc je vais avoir une fonction de partition qui va être somme sur C1, somme sur C2 de E puissance bêta 1 E de C1 moins bêta 2 E de C2, et puis plus un terme de couplage, plus moins lambda, disons, somme de I de SI1, SI2. Donc, et maintenant, je peux me dire, je m'intéresse au recouvrement, à l'overlap, entre une configuration
à la température β1, une autre à la température β2, et voir comment ça dépend de la différence de β1 et β2. Le cas où les deux températures sont les mêmes, c'est celui dont on vient de parler. Et KO en température, ça veut dire que l'overlap, SI à la température β1, SI à la température β2, somme sur I, eh ben, ceci, si ça tend vers 0, c'est qu'il y a un KO. Si ça tend vers 0, quand β1 est différent de β2, enfin, quand les deux températures sont très proches et que l'overlap tend vers 0, eh bien, quand le système devient très grand, on dit qu'il y a KO en température. Qu'est-ce que ça veut dire avec des mots? Ça veut dire que vous avez ce paysage très compliqué. Bon, à une certaine température, le système a envie de se retrouver dans une certaine région dans l'espace des phases. Je change un petit peu la température, hop, il préfère aller à un autre endroit très loin dans l'espace des phases. Et donc, le système à la température β1 et la température inverse β1 et β2, il change complètement de tête. Bon. Alors, dernière remarque à propos de ces overlaps. Et je reviens sur ce que on disait au début. L'overlap, donc l'overlap, hein, c'est juste ce recouvrement d'une configuration avec l'autre. Overlap et susceptibilité. Bon, alors, la susceptibilité, on a vu que c'est la susceptibilité, c'est égal à la dérivée de l'aimantation par rapport au champ. Bon, alors, quand vous avez l'énergie libre, le log z, enfin, j'appelle ça l'énergie libre, en fait, en général, il y a moins t log z, mais enfin, c'est pas ce moins t qui est la difficulté avec les verres de spin. Donc, imaginons que vous ayez ce log z qui va dépendre de h, qui va dépendre du désordre, qui va dépendre de la température. Et maintenant, si vous voulez calculer l'aimantation, c'est égal à 1 sur n, 1 sur bêta de d2 log z. Si vous voulez calculer la susceptibilité, c'est égal à 1 sur n, d de m sur dh. Voilà. Donc, si je veux savoir quelle est la susceptibilité, et comme dans l'énergie que j'ai dû effacer quelque part, comme dans l'énergie d'une configuration, s'il y a moins somme de I voisin de J, de JJ, SI, SJ, moins H, somme des SI, vous voyez, chaque fois que je vais dériver par rapport à H, ça va me faire apparaître la somme des spins. Donc l'aimantation moyenne, alors je vais peut-être effacer ça. Donc l'aimantation moyenne divisée par n, c'est 1 sur n, c'est somme sur i des valeurs moyennes des spins. Donc c'est donné par la formule que j'ai écrite. Et la susceptibilité, bon, si vous prenez une deuxième dérivée, ça va être 1 sur n, enfin bon, dm sur dh. Et en fait, ça vaut 1 sur bêta, n, somme sur i et j, somme sur toutes les paires de SI, SJ, moins SI, SJ. Donc ça, c'est un calcul vraiment élémentaire. Hein. C'est-à-dire, vous prenez l'énergie d'une configuration, vous mettez dans la fonction de partition, et vous prenez la dérivée par rapport à h 2 fois, et vous tombez sur cette formule. Bon. Alors maintenant, on a vu qu'il peut y avoir beaucoup d'échantillons différents, donc supposons que ces quantités-là vont dépendre de l'échantillon que je considère, et chaque fois que j'ai un échantillon avec des couplages JJ, donc prenons un échantillon donné,
on peut imaginer qu'il y a un autre échantillon, epsilon i, epsilon j, qui valent plus 1 ou moins 1, plus 1 ou moins 1, qui va être tout aussi probable, puisque la probabilité d'un échantillon, disons, c'est une loi gaussienne. Donc si je mets e puissance moins j carré ou moins j epsilon i, epsilon j, comme c'est des signes, là, au carré, ça ne fera rien du tout. Donc l'échantillon avec les couplages j' ou l'échantillon avec les couplages j, ils ont autant de chances d'arriver. Donc si j'imagine que je peux moyenner sur tous les échantillons, ben vous voyez que je peux rajouter un epsilon i, un epsilon j ici, parce que si je pars avec ces couplages, enfin si j'ai mes spins avec ces couplages, ben le système va être complètement équivalent à un système avec des spins multipliés par epsilon i ici, puisque l'énergie sera complètement la même. Donc à chaque configuration, pour cet échantillon, je peux faire correspondre une configuration pour ce nouvel échantillon où les spins ont été multipliés par epsilon i. Ça s'appelle un changement de jauge. Bon, donc la susceptibilité aura cette forme. Maintenant, si je moyenne sur les epsilon qui valent plus 1 ou moins 1, vous voyez que tous les termes ici sautent, sauf le terme j égale i. Et donc ceci, ça me donne égal 1 sur bêta n somme sur i de 1 moins si sj. Et donc ça me donne 1 sur bêta facteur de 1 moins le paramètre d'ordre d'Edwards-Anderson. Donc une façon de penser au paramètre d'ordre d'Edwards-Anderson. Attendez, il y a un bêta qui n'est pas au bon endroit ici. Oui, bon, dans mes notes, il est au-dessus. Je ne sais pas pourquoi je l'ai mis en dessous. Donc, excusez-moi, le bêta, il est là. Et le bêta, il est là. Donc, la susceptibilité, elle est reliée à ces overlaps aux paramètres d'Edwards-Anderson. Si le paramètre d'ordre d'Edwards-Anderson valait 0, la susceptibilité aurait cette forme en fonction de la température. Bêta, c'est 1 sur la température, ce serait cette forme-là. Et au moment où le paramètre d'ordre cesse d'être nul, donc à partir du moment où que le paramètre d'ordre est non nul, ben c'est là qu'il y a le cusp. C'est ça qui fait qu'à un moment, QEA est non nul, et donc on observe ce cusp dans la susceptibilité. Bon, je vois que j'atteins plus vite que ce que je pensais la fin de ce cours. Alors, en fait, ce que je voulais dire par la suite, mais j'en reparlerai dès la prochaine fois, c'est qu'il y a ce modèle d'Edwards-Anderson on prend un réseau régulier avec des couplages JJ, SI, SJ. Donc c'est le modèle d'Edwards-Anderson. Et ce que font toujours les gens, que ce soit pour les systèmes ferromagnétiques ou pour beaucoup de systèmes, c'est en général, ils ne savent pas le résoudre en dimension 3, même le cas ferromagnétique, on n'a pas une solution analytique complète. Et ce qu'on fait, c'est on essaye de faire des approximations. Il y a des approximations de types divers. Et l'une d'entre elles, c'est ce qu'on appelle la théorie de champ moyen. Alors, juste en 2 mots, la théorie de champ moyen. Pour un système comme le modèle d'Edwards-Anderson ou les modèles ferromagnétiques, il y a une identité que l'on peut écrire et qui n'est pas du tout une approximation, qui est de dire, supposons que je veuille calculer la valeur moyenne du spin numéro i, quelles que soient les interactions, il peut y avoir un champ, eh bien, cette valeur moyenne, elle va être exactement donnée, bon, peut-être je le montrerai la prochaine fois, par la tangente hyperbolique de somme de JJ
SJ bêta plus H. Donc ça, c'est une formule qui est exacte. Il n'y a aucune approximation pour avoir fait, je le montrerai sans doute la prochaine fois. Que ce soit un cas ferromagnétique ou avec des interactions sur un réseau régulier, irrégulier, etc., cette formule est exacte. Et elle n'est pas très difficile à montrer. Et malheureusement, cette formule, elle a l'inconvénient que je voudrais calculer l'aimantation du spin I, et ça me demande de connaître des tas de corrélations entre les autres spins, puisque c'est une fonction non linéaire des autres spins. Bon. Et l'approximation de champ moyen, c'est d'essayer de se débarrasser de ces corrélations. Et donc, une approximation consiste à dire, bon, je vais remplacer chaque spin par sa valeur moyenne. Et ça, c'est l'approximation qu'on fait dans les cas ferromagnétiques, c'est de dire SI va être égal, ou va être à peu près égal à tangente hyperbolique de bêta, somme sur J de JJ SJ plus H. Donc ça, c'est une approximation de champ moyen. Donc j'ai fait rentrer la moyenne à l'intérieur. Alors cette approximation de champ moyen, en fait, on connaît ses qualités, ses défauts pour le système ferromagnétique. Elle devient de meilleure en meilleure quand la dimension de l'espace augmente. Donc on sait beaucoup de choses là-dessus dans le cas ferromagnétique. Et il y a eu cette idée de se dire, est-ce que cette approximation de champ moyen est bonne pour les verres de spin ou pas? Alors, elle n'est pas bonne pour différentes raisons sur lesquelles je reviendrai. La première, c'est qu'il faut remplacer ça par ce qu'on appelle les équations de TAP, Thouless, Anderson, Palmer. Donc je reviendrai là-dessus un peu plus tard dans ces cours. Et d'autre part, dans le cas ferromagnétique, on sait que ces équations de champ moyen, elles sont de meilleure en meilleure quand on augmente la dimension de l'espace, et elles deviennent exactes. Cette approximation, elle devient exacte en dimension infinie, donc dans le cas où, pour un modèle qui s'appelle le modèle de Curie-Weiss, quand tous les spins interagissent entre eux. Et la question, c'est qu'est-ce qui se passe dans le cas des verres de spin? Et dans le cas des verres de spin, eh bien, ce modèle-là, c'est ce qu'on appelle le modèle de Sherrington-Kirkpatrick, dont il va être pas mal question dans la suite de ces cours, et de savoir comment résoudre ce modèle de champ moyen, alors que le cas ferromagnétique est très facile à résoudre. Eh bien, le modèle de champ moyen de Sherrington-Kirkpatrick, ça fait couler beaucoup d'encre, et il y a eu des centaines, sans doute des milliers d'articles là-dessus. Donc je m'arrête là, je vous remercie, et je voudrais juste vous annoncer que juste dans une quinzaine de minutes, il y a Henri Orland de Saclay qui va faire ce séminaire sur l'application de la théorie des verres de spin à quelques systèmes auxquels ils m'en connaissent complexes. Et donc, Henri Orland a travaillé sur beaucoup de sujets. Il est connu en particulier, il a écrit un livre de physique nucléaire, il a travaillé sur les problèmes de verres de spin, de repliement de protéines. Et la raison pour laquelle je l'ai invité ici, c'est qu'il connaît bien les verres de spin et qu'en 2021, Parisi a eu son prix Nobel et il y a eu une conférence, il y a une suite de séminaires qui est diffusée aux quatre coins du monde sur le web, organisée par Joël Lebovitz. Et juste après ce prix Nobel de Parisi, il a demandé à Henri Orland de faire un panorama des systèmes complexes qu'on a pu étudier en utilisant la théorie des verres de spin. Et moi, j'avais assisté à ça, et ça m'a paru tout à fait adapté à l'auditoire qui est ici. Je pense qu'il avait réussi à expliquer pas mal d'idées sur les façons d'utiliser la théorie des verres de spin pour les systèmes complexes. Donc, je vous encourage beaucoup à assister à son séminaire. Merci.